grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de... Au sommaire de cette édition, les 4 otages français qui avaient été enlevés au Niger par Al-Qaïda en 2010 ont été libérés mardi dernier. Le Niger s'est employé à libérer les otages sains et saufs. Les journalistes nigériens saluent les efforts du président Issoufou Mahamadou. Votée depuis 2006 au Niger, la loi anti-tabac interdit de fumer dans les lieux publics. Malheureusement, les fumeurs violent cette loi. Non seulement ils fument, mais ils enfuient aussi les non-fumeurs. La dépression au travail est un véritable problème de santé mentale dans le monde. Comment reconnaître les premiers signes de cette maladie? Éléments de réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, après plus de 3 ans de captivité, les 4 otages français d'Areva enlevés par Al-Qaïda au Maghreb islamique à Arlit au Niger ont été libérés. Le président français François Hollande a souligné l'importance de l'implication du président Issoufou Mahamadou, une libération obtenue ni par la force ni par le versement d'une rançon. L'initiative prise par le président nigérien a raison de sa connaissance, ses relais et sa méthode nous a permis d'aboutir, s'est réjoui le ministre de la Défense française Jean-Yves Le Drian. Les journalistes nigériens partagent cette idée et saluent l'action du président. Je vous propose d'écouter Moussa Aksa, directeur de publication du journal Événement. Dès son investiture, il s'est engagé personnellement à ce qu'il soit libéré. Chose faite. Le mardi dernier, vraiment, en tant que moi, en tant que Nigérien, c'est vraiment une grande joie immense qui m'anime. Et je tire le chapeau au président Issoufou d'avoir mené ces actions-là pour que ces ex-otages retrouvent leur famille. Je dois dire que le président Issoufou travaillait de façon méthodique, c'est vrai, pour que ces otages-là retrouvent leur famille. Vous savez que depuis que ces otages-là ont été enlevés au Niger du fait de la nonchalance de l'ancien régime au Mali, le nom du Niger, l'image du Niger a été ternie. Et c'est ce qui fait mal. Moi, en tant que Nigérien, je pense que tous les Nigériens doivent être réconfortés et puis doivent vraiment s'unir, ne serait-ce que pendant ce temps-là de joie autour du président Issoufou, et que ce soit des Nigériens de tous bords, je veux dire, que ce soit de l'opposition, oublier la politique politicienne pour se retrouver autour du président Issoufou et le féliciter pour cet acte vraiment patriotique qu'il a mené pour que ces otages-là soient libérés et que le nom du Niger, l'image du Niger soit rehaussée davantage. L'essentiel a été fait. Ces otages ont retrouvé, ces anciens otages ont retrouvé leur famille. Maintenant, d'abord, passons cette étape-là, avant de regarder s'il y a eu rançon, s'il y a eu d'autres choses, les conditions. Moi, je veux dire, et ça, vraiment, moi, je pense que c'est autre chose. Mais l'essentiel, il faut laisser les gens, ceux qui sont libérés et leurs familles, et des millions de Nigériens, des millions de Français qui étaient vraiment... et qui se sont retrouvés, qui ont retrouvé l'acte du président Issoufou salutaire, qu'ils savourent avant de parler. Je vous invite à présent à suivre la réaction de Moussa Kaka, journaliste et promoteur du groupe Saraounia. Le Niger, c'est un pays pauvre. Pauvre économiquement, pauvre socialement, pauvre sur tous les plans. Même militairement, le Niger est un pays pauvre. Alors, qu'on réussisse avec le minimum qu'on a à faire libérer des otages qui sont à la frontière algérienne. Et c'est pas facile. Et maintenant que le Niger a réussi, certainement que le Niger aura
certains pays vont envier le Niger, surtout à côté de nous, parce que par le passé, c'était d'autres pays qui traversaient le Niger. On les logeait à l'hôtel Gawé, on leur donnait des véhicules de l'État du Niger, avec une sécurité jusqu'à la frontière, et de là-bas, ils continuent jusqu'au Nord Mali pour négocier tous les premiers otages qui ont été libérés depuis des années. Et aujourd'hui, donc, le Niger a ravi d'être à tout le monde. C'est d'abord, ils sont à notre frontière, et donc qui plus que le Niger pourrait vraiment mieux réussir dans ces négociations-là dans le Nord Mali que d'autres pays qui viendront de très loin avec d'autres moyens beaucoup plus colossaux. Puis à la fin de cette affaire, le président Issoufou, ça c'est un coup de chapeau, hein, donc, il a réussi. Il a réussi pourvu que ça dure et que pourvu aussi qu'il dote les militaires des moyens conséquents vraiment pour assurer la sécurité du Niger vis-à-vis de ces islamistes. Parce que, bon, nous étant des journalistes, hommes de terrain, vraiment, on sait ce qui se passe au Mali. On connaît la capacité de ces gens-là, la force de nuisance de ces gens-là, on les connaît. Et Issoufou Mahamadou, du début de cette guerre du Mali jusqu'à la libération des otages, si vous avez suivi, l'histoire lui a donné raison. Hein. Que ça plaise ou non, l'histoire a donné raison à Issoufou. Dans ces prises de position qui ont été toujours constantes, en attirant l'attention du monde entier sur ces djihadistes. Il a réussi. La France a fait la guerre. Les Nations Unies ont fait la guerre. Aujourd'hui encore, il vient de réussir à libérer des otages. Donc moi, je crois que c'est vraiment un coup de maître qu'il faut saluer. Voilà, Toujours à ce sujet, la population de la région de Tillabéri a réagi. Elle félicite également le président de la République pour son implication dans la libération des 4 otages français. Je ne fais que me réjouir de cette libération des 4 Français enlevés dans le désert nigérien. Le président de la République, son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, un des acteurs clés pour aboutir à ce dénouement heureux auprès du président français. Cette libération va permettre de consolider davantage la coopération entre le Niger et la France. Je profite par la même occasion pour remercier le peuple français qui a travaillé d'arrache-pied avec la diplomatie nigérienne pour aboutir à cette libération. Et je profite par la même occasion pour féliciter les parents de ces otages qui ont été libérés. On se réjouit en tant que Nigériens surtout d'apprendre que des gens enlevés en territoire nigérien puissent être libérés. Et c'est sous les auspices des plus hautes autorités de notre pays. Donc c'est une fierté pour notre pays puisqu'ils ont été enlevés en terre nigérienne et ils ont été libérés par le soin de nos autorités. Donc ça c'est une fierté pour tout Nigérien. On félicite surtout d'ailleurs notre président qui s'est beaucoup engagé dans cette libération. Au demeurant, la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire doit être l'affaire de tous pour que blanc comme noir puisse circuler librement sans risque de se faire rapter. Et ça, je crois, dans ce domaine, on peut faire confiance à notre armée et à nos autorités pour que la sécurité continue à être de mise sur l'étendue des territoires nigériens. Je suis vraiment ému, je suis vraiment satisfait d'entendre, comme tous les Nigériens sur les ondes de la télévision nationale et surtout sur les médias étrangers, de la libération de ces 4 otages après 3 ans d'otages dans le désert du Niger. Et je tiens personnellement vraiment à féliciter le chef de l'État du Niger, le président Issoufou, qui n'a ménagé aucun effort par rapport à la médiation. Vraiment, il a su gérer en toute responsabilité parce que ça a été vraiment une surprise pour tous les Nigériens. Après combien d'années de négociations où il n'y a pas eu de tapage par rapport à cette libération et que le président a toujours supprimé pour ce dialogue pour qu'on puisse vraiment libérer ces 4 otages. C'est vraiment une fierté aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour tout le peuple nigérien et que c'est aussi vraiment un acte que nous devons saluer ensemble. Tout le peuple nigérien doit saluer cet acte que nous venons d'avoir sur notre territoire. Parce qu'enlever des otages sur notre territoire, ce n'est pas du tout une fierté pour nous. Tout un chacun, d'une manière ou d'une autre,
en ce moment se sentaient vraiment gênés quand même parce que personne ne veut qu'on parle quand même de ces otages. Mais aujourd'hui, je peux dire que vraiment tout un chacun, nous avons tous le plein droit, le feu vert de parler et de dire tout ce que nous pouvons par rapport à cette libération et surtout aussi d'être vraiment, de faire un bloc commun derrière notre chef d'État pour le pousser par rapport à des actions. Déclaration ce matin au siège du Rosagne du mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne. Le mouvement apporte son soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou, pour les réalisations entreprises au profit des populations nigériennes. Suivez plutôt. Le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne, MOJEDEC, fait la déclaration dans la teneur suit. 1. Saluons la détermination du président de la République pour la renégociation du contrat entre le Niger et Areva. Demandons à la jeunesse nigérienne de se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République et du gouvernement pour défendre l'intérêt du Niger afin que la population nigérienne puisse pleinement profiter des ressources naturelles. 3. Lance un appel pressant à l'ensemble de la jeunesse nigérienne en particulier et du peuple nigérien pour faire échec à toute tentative de remise en cause des intérêts stratégiques du Niger. 4. Le MOJEDEC salue les efforts d'embellissement, de construction de routes et d'échangeurs. Par la même occasion, le MOJEDEC salue la rigueur ainsi que la détermination au travail du ministre de l'Équipement et le soutien pour la résiliation des contrats en léthargie. Enfin, le MOJEDEC présente toutes ses félicitations au président de la République, chef de l'État, au gouvernement et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la libération des otages français enlevés en 2010 à Arlit. Vive le Niger, vive le MOJEDEC. Cette brève à présent, 87 migrants, dont 48 enfants venus du Niger, sont morts de déshydratation dans le désert en tentant de rejoindre l'Algérie. Ils ont été retrouvés hier mercredi dans le désert à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. 21 personnes ont survécu. Vous suivrez dans notre prochaine édition d'information un dossier complet sur le phénomène de la migration. Cela dit, le 30 mars 2006, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le projet de loi de la lutte anti-tabac, projet qui a été soumis par le ministre de la Santé, une loi qui interdit cependant de fumer dans les lieux publics. Malheureusement, cette loi n'est pas respectée par les fumeurs. Constat Omar Hama et Issa Hassan. En mars 2004, l'Irlande est devenue la première nation au monde à créer et à profiter des lieux de travail et espaces publics clos non fumeurs, y compris les bars, les restaurants. 2 ans après, l'exemple a été suivi par le Niger. En effet, l'interdiction de fumer dans les lieux publics prévue à l'article 12 de la loi numéro 2006-12 du 15 mai 2006 relative à la lutte anti-tabac s'applique dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail au Niger. Malheureusement, cette loi est purement et simplement violée. Les fumeurs violent sciemment cette loi et exposent les non-fumeurs à la fumée secondaire. Cette fumée qui provient de produits du tabac qui brûlent, c'est une certitude. Respirer la fumée secondaire est très dangereux pour la santé. Les lieux publics aujourd'hui servent des sites de contamination des personnes, et en tout cas qui ne sont pas fumeurs, à être exposés à la fumée de cigarettes. Et si vous voyez, et même dans ces espaces, c'est écrit, si vous avez le droit de fumer, vous n'avez pas le droit de fumer les autres. Et celui qui a enfumé, il subit les mêmes conséquences que celui qui fume. Et d'ailleurs, je dirais plus que même celui qui fume, parce que lui, celui qui ne fume pas, il est innocent. Alors que celui qui est fumeur, même sur le paquet, c'est écrit, le tabac nuit dangereusement à la santé. Mieux, et suite à l'adoption de la loi anti-tabac, vous avez constaté sur le paquet, on a décrit 2 pathologies principales liées au tabac, le cancer pulmonaire
parce que le problème de tabagisme, c'est un véritable fléau social et c'est un véritable problème de santé publique. Donc, les gens qui sont exposés peuvent développer les mêmes pathologies que ceux qui fument. La fumée de tabac contient plus de 4000 produits chimiques connus. Plus de 50 de ces produits sont connus pour provoquer les cancers chez les humains. La fumée de tabac est également à l'origine de maladies cardiaques et de nombreuses autres maladies respiratoires et cardiovasculaires susceptibles de conduire au décès. Les avantages des liens non-fumeurs sont donc indéniables. Les acteurs de la santé publique, les organisations non gouvernementales, les responsables politiques, le gouvernement, tous autant qu'ils sont, doivent s'assurer que les travailleurs et le public sont protégés d'une exposition à la fumée secondaire en créant et en profitant d'espaces 100% non fumeurs. Santé toujours, bien qu'on évite le sujet, la dépression est un véritable problème de santé mentale qui affecte de nombreuses personnes. Comment peut-on reconnaître les premiers signes de la dépression? Quand peut-on dire qu'on est déprimé? Élément de réponse dans ce reportage signé Isidore Banaba. Maladie mentale, la plus répandue dans le monde, la dépression ou trouble d'humeur a un impact négatif sur l'organisme humain car elle favorise souvent l'apparition d'autres maladies telles que les problèmes cardiovasculaires, le cancer ou encore l'obésité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 120 millions de personnes souffrent de la dépression chaque année et seuls 25% de ces personnes ont accès aux soins efficaces. Cette maladie affecte majoritairement les travailleurs et plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. Quand vous êtes dans un travail, que vous êtes extrêmement sollicité par votre travail, tellement sollicité au point où vos capacités de réponse sont dépassées, vous risquez de tomber dans le burn-out, dans le syndrome d'épuisement. Quand au travail vous êtes victime de harcèlement, pour quelque raison que ce soit, quand vous êtes dans un service où les activités ne sont pas organisées, planifiées, cela peut être une source de stress qui va dépasser les capacités de réponse des employés. Ils peuvent tomber dans le burn-out, le syndrome d'épuisement. Troubles de sommeil, arrêt de travail à répétition, installation de longues maladies, tels sont quelques signes de la dépression. Si elle n'est pas soignée, elle peut entraîner des conséquences fâcheuses. Il s'agit d'une tristesse permanente. Une tristesse permanente qui va durer plus de 2 semaines. Quand je dis permanente, c'est-à-dire il n'y a pas possibilité que l'humeur change. Cette tristesse, elle s'accompagne d'un désespoir. Le désespoir va vous amener quelquefois à ne plus croire à la possibilité de guérison. Et quand on est triste, on se lamente, on pleure. Et quand on est triste, on a envie de rien faire. Quand on est triste, on s'isole, on ne veut pas le contact de l'autre. Quand on est triste, on va jusqu'à avoir des idées suicidaires. Et quand on est triste, finalement, on ne mange pas, on ne dort pas. Tout ce qui est vie instinctuelle est ralenti. Voici globalement la définition de la dépression. Toujours selon l'OMS, c'est environ 850 000 suicides qui sont enregistrés chaque année dans le monde. La dépression est classée 4e au rang des maladies coûteuses. Elle touche toutes les couches socio-professionnelles et est l'une des principales causes de l'handicap chez plusieurs personnes. C'est pourquoi au mois d'octobre, en Europe, on consacre une journée à la prise de conscience de l'importance des troubles dépressifs afin de trouver des solutions les mieux adaptées. L'événement concerne à la fois le grand public, les professionnels de la santé, les associations des patients, mais également le monde politique, par l'impact que la dépression a sur les patients, leurs familles, la société et l'économie toute entière. Autre aspect de cette édition, le prix des céréales connaît une légère hausse sur le marché national. Les prix du mil, du maïs et autres céréales très consommées par la population nigérienne ont enregistré une augmentation. Notre reporter
Alzouma Seyni Soumela a fait le tour de quelques marchés. Voici son constat. Les céréales comme le mil, le maïs, le sorgho ou encore le niébé constituent l'essentiel des habitudes alimentaires de la population nigérienne. En cette période d'après-hivernage, ces céréales sont plus ou moins disponibles sur les marchés avec des prix de la tasse qui varient entre 500 et 650 francs CFA pour le mil, le maïs et le sorgho et 1000 francs pour le niébé chez les détaillants. Chez les grossistes, les prix du sac varient entre 18 000 et 22 000 francs CFA. Nous vendons le mil à 23 500 francs CFA, le maïs à 18 500, le niébé à 30 000, le sorgho à 17 500 et c'est disponible partout dans le marché. D'ici peu, nous espérons une baisse des prix puisque actuellement, ce n'est pas facile pour le citoyen lambda. Une hausse sensible qui serait due aux tracasseries routières vu que l'essentiel de ces produits alimentaires sont importés. Nous importons ces céréales du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, ainsi que dans d'autres contrées du Niger. Nous aimerons surtout que les dépenses sur les routes soient atténuées, comme ça les choses iront mieux pour tout le monde. Avec la place stratégique qu'occupent ces céréales de l'alimentation des populations nigériennes, des mesures doivent être prises pour faciliter leur importation, leur commercialisation ainsi que leur production sur le territoire national. Sans transition, garer son véhicule pour faire ses courses dans les différents marchés de la capitale est un véritable casse-tête. Pour cause, la ville manque de parking et les usagers sont exposés aux amendes du sabot d'envers. Reportage Ali Sissé Ibrahim. La ville de Niamey souffre d'un manque de places de stationnement. L'exemple le plus frappant, les alentours des marchés. Garer son véhicule pour faire ses courses au grand marché de Niamey ou au marché Gemagué ou tout autre marché est un véritable casse-tête. Pour cause, ce manque de parking qui vous expose à la sanction du sabot, une amende de 10 000 francs, somme difficile à débourser par ce temps qui court. Les usagers qui sont à l'abri de cette sanction, ce sont ceux qui possèdent des motos. Certains jeunes, pour gagner leur pitance quotidienne, ont mis en place ces parkings payants. Cela fait 29 ans que je m'occupe des motos dans ce parking. Les gens ont confiance en moi, c'est pour cela qu'ils me laissent garder leur engin. Je suis un père de famille. Par jour, il m'arrive d'avoir 5 000 francs CFA à raison de 100 francs par garde de moto. Je n'ai jamais eu de problème et j'ai 2 assistants qui m'aident dans ce travail. La sécurité, c'est la grande motivation qui pousse les clients à laisser leur moto dans les parkings. Quand je viens au grand marché, je préfère laisser ma moto dans le parking. Car, comme vous le savez, maintenant il y a trop de voleurs. Avec les gardiens du parking et le service donné, je n'ai jamais rencontré de problème. La nécessité de créer des places de stationnement s'impose. La population du Niger est caractérisée par un fort taux de croissance démographique. Une forte concentration de la population au niveau du centre urbain nécessite que les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent afin d'assurer une fluidité optimale aux usagers. La suite de cette édition, l'Institut national de la statistique INS organise depuis ce matin à Niamey un atelier de présentation des résultats de l'enquête sur les conditions de vie des ménages et sur l'agriculture. Une enquête réalisée en 2011 et selon laquelle 48,2% de la population nigérienne vivent en dessous du seuil de pauvreté. Compte rendu, Alzoum Seyni Soumela, Ibrahim Ide. 8 millions de Nigériens, soit 48,2% de la population, vivent en dessous du seuil de la pauvreté en 2011. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée sur la pauvreté par l'Institut national de la statistique, dont les résultats font objet de présentation à travers cet atelier.
Le présent atelier vise les objectifs suivants. Valider les principaux indicateurs clés issus de cette importante enquête et évaluer le chemin qui reste à parcourir pour notre pays pour l'atteinte de certains OMD. Les principaux résultats de cette enquête montrent qu'au niveau national, 48,2% des Nigériens vivent en 2011 en dessous du seuil de pauvreté. Mais ces données cachent des disparités souvent importantes, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau du milieu de résidence. Les proportions des populations vivant en dessous du seuil de pauvreté étant plus élevées en milieu rural qu'en milieu urbain. Les résultats font de ce trou aussi qu'en 2011, 36% de personnes vivent dans des ménages qui ne sont jamais affectés par l'insécurité alimentaire et près de 24% vivent dans des ménages qui sont en situation d'insécurité alimentaire chronique. Une enquête sur la pauvreté organisée par le gouvernement du Niger avec essentiellement l'appui technique et financier de la Banque mondiale. À l'aide donc d'enquêtes telles que celles que nous allons examiner ce matin par rapport aux résultats produits, l'INS sera en mesure donc de mesurer la pauvreté avec précision et fiabilité dans le temps et aussi démontrer ainsi toute leur utilité dans un contexte où la question de la réduction de la pauvreté et donc de sa mesure et du bien-être des populations sont primordiales. Pour la chef de mission de l'enquête, les résultats de cette investigation vont donner au Niger la latitude de cerner les différents aspects de pauvreté. Avec tout le travail, nous pensons que c'est très successful et je pense que les données vont donner au Niger la possibilité d'avoir beaucoup des analyses sur les thèmes non seulement de pauvreté, mais aussi sur l'éducation, santé, emploi, agriculture, l'élevage et beaucoup des autres topics. Pour permettre au Niger de maîtriser ces aspects pauvreté et développement, une autre enquête est prévue en 2014, toujours avec la même méthodologie. Sans transition, ouverture ce matin à Africarol de l'atelier de validation du plan directeur de la recherche géologique et minière de la République du Niger. Organisé avec l'appui du PNUD, cet atelier vise l'adoption de ce plan constituant l'un des axes de la mise en œuvre du PDS 2012-2015. Compte rendu, Idi Maman Seraji et Boubacar Soleil. Organisé par le ministère des Mines et du Développement industriel avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le présent atelier de validation du plan directeur de la recherche géologique et minière de la République du Niger vise entre autres objectifs la mise en œuvre de l'axe 4 du Programme de développement économique et social PDS 2012-2015. Par cet exercice, le ministère des Mines et du Développement industriel avec l'appui du PNUD pose l'architecture d'une industrie minière harmonisée, souple et incitative, conformément aux orientations du PDS, Programme de développement économique et social. Le présent document s'articule autour de 3 principaux axes qui seront traités séparément. Il s'agit notamment de cadre politique institutionnel qui se penchera sur la politique minière, la contribution du secteur minier, dans le développement du pays, les institutions, la législation, le PDS. Vous avez aussi donc le bilan. Ce document fait donc le bilan de la recherche géologique et minière qui traitera du financement de la recherche minière, des travaux réalisés et leurs résultats en ce qui concerne donc les indices, les jugements découverts. Depuis la création du comité de validation de ce plan en juin 2012, les spécialistes qui le composent se sont attelés à le peaufiner afin qu'il réponde aux besoins du développement du Niger. Le souci d'inscrire les activités de recherche géologique et minière dans un cadre cohérent et planifié de la recherche géologique et minière s'est traduite par l'élaboration dans les années 80 du plan minéral de la République du Niger
puis en 1992 d'un plan directeur de la recherche géologique et minière. Ce dernier a fait l'objet d'une actualisation en 2004, même si le document n'a pas fait l'objet de validation. Le document aujourd'hui soumis à votre appréciation constitue la dernière mise à jour de ce document de planification. Le plan directeur de la recherche géologique, comme la stratégie de développement minier du Niger, une fois amendés, validés et mis en œuvre, contribueront de façon significative à la réalisation de l'axe 4 du PDS, à savoir une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée. Il faut souligner que ce plan directeur de la recherche géologique et minière de la République du Niger découle des recommandations de la Conférence nationale souveraine. Il est conçu comme un cadre fixant les orientations en matière de recherche géologique et minière au Niger. Autre fait de l'actualité, le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger a organisé hier au SNAD un atelier de formation à l'intention de ses membres. Objectif, mieux outiller les acteurs afin de maîtriser le cadre juridique et réglementaire des impacts sociaux environnementaux de l'exploitation minière au Niger. Nous retrouvons Mariam Soumana et Issa Hassan. Cet atelier de formation organisé par le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger GREN à l'intention de ses membres porte sur le cadre juridique et réglementaire des études socio-environnementales et évaluation d'impact de l'exploitation minière au Niger. Il vise à renforcer les capacités des membres des structures nationales et régionales du GREN. C'est pour amener les gens d'abord à comprendre et à maîtriser le cadre juridique et réglementaire des études environnementales et d'évaluation d'impact, puisque le principal objectif du GREN, c'est de faire le suivi des impacts socio-environnementaux des industries extractives au Niger. Et on s'est dit que sans cela, on allait prêcher dans le désert. Il nous fallait avoir ce cadre-là pour pouvoir vraiment discuter de toutes les dispositions et pouvoir les utiliser à bon escient sur le terrain. À l'issue de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées. Au pouvoir public, exiger des sociétés extractives le traitement et l'enlèvement des déchets et résidus industriels entassés depuis plus de 4 décennies. 2. Ouvrir une enquête parlementaire pour évaluer l'ampleur des effets néfastes de l'exploitation de mines de la Somina sur la population et l'environnement à Ingel. 3. Clarifier les conditions et le montant du prêt contracté par le Niger auprès de la banque chinoise Exim Bank. 4. Réglementer les conditions de la sous-traitance dans les activités extractives. 5. Prendre résolument en compte les intérêts bien compris des générations actuelles et futures dans la perspective de la renégociation de contrats miniers avec le groupe Areva. 6. Appliquer et faire respecter les clauses de tous les contrats que lie le Niger aux compagnies extractives, aux sociétés extractives. Respecter scrupuleusement les accords conventionnels et la législation environnementale en vigueur au Niger, notamment la loi numéro 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement. Cet atelier a permis aux participants de passer en revue tous les cadres juridiques et réglementaires des études d'impact socio-environnemental de l'exploitation minière. Selon la coordinatrice du GREN, les recommandations issues de cet atelier feront l'objet d'un suivi. Sur un tout autre plan, les derniers pèlerins de l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Baba Maka ont regagné Niamey ce matin aux environs de 10 heures. Des pèlerins qui se disent satisfaits de leurs conditions d'hébergement à la Mecque. Issa Mustafa pour le compte rendu. L'un des derniers vols des 2448 pèlerins que compte l'agence de voyage de Hajj et de la Umrah Bab Maka, qui ont accompli dans de meilleures conditions les rites sur les lieux saints de l'islam.
L'essentiel, c'est d'accomplir toutes les prières, invocations et autres bonnes œuvres, nous diront ces pèlerins à leur descente d'avion. Oui, bon, vraiment, c'est pas mal. Vraiment, ils nous ont bien accueillis et on a fait bien le Hajj, sans problème. Le pèlerinage, oui, on remercie le bon Dieu. Néanmoins, à Mina, ces pèlerins ont rencontré quelques difficultés liées à l'alimentation. Ça a été difficile parce que les conditions, surtout d'alimentation, étaient vraiment très très difficiles. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout satisfait. Mais quand vous avez pu accomplir tout... Bon, mais ça vous savez, puisqu'on est parti avec cette volonté, donc ça, au moins, ça, on sait... Ah ouais, mais du point de vue alimentation, vraiment, c'est... Mais l'organisation de façon... Ah, on nous a mal nourris, on ne mange pas bien. Oh, la nourriture vient en retard, il y a d'autres jusqu'à les 5 jours, ils n'ont rien eu. Hein. Les responsables de l'agence de voyage de Hajj et de la Umrah, Bab Maka, qui travaillent d'arrache-pied pour que les pèlerins soient bien encadrés pour le pèlerinage. Vraiment, zama wokan kota kinir nobor zambar hinka zanguta kin da waita kin di ahakku ir konde ikulu bani ir yakande bani ikulu yakande. Cette année, le Hajj s'est bien passé. Nous avons respecté le quota. Tous les pèlerins sont partis en bonne santé et ils sont également revenus en bonne santé. L'acheminement s'est effectué dans un premier temps à Madina, ce qui est un atout, vous le savez. Notre souhait pour le Hajj de l'année prochaine, c'est de réduire la durée. Avec ces derniers vols qui acheminent les pèlerins nigériens au Bercail, il est grand temps pour que les agences et même les autorités de tutelle chargées de l'organisation attirent un bilan pour une meilleure organisation du Hajj 2014. Autre aspect de cette édition, inauguration hier après-midi à Niamey au quartier Kwarakano de la résidence Fayel. Œuvre d'une jeune promotrice, cette résidence vise à offrir aux populations un cadre d'hébergement confortable et moderne. Isidore Banaba, Boubacar Soleil nous amène à la découverte de cette résidence. Belle symbiose de luxe et de charme, la résidence Fayel propose 32 chambres climatisées en plein cœur d'un paysage à couper le souffle et qui offre un panorama unique. D'un coût d'investissement estimé à 520 millions de francs CFA, la résidence Fayel allie charme et confort moderne, inaugurée pour le grand bonheur de la population. La promotrice, âgée seulement de 27 ans, a réalisé ses chefs d'œuvre afin d'offrir à la population ainsi qu'aux touristes un cadre élégant et convivial. Les résidences Fayel présentent des avantages qui vont au-delà d'un simple réceptif hôtelier. Nous vous proposons aux ONG, aux administrations publiques, aux sociétés privées, aux particuliers, d'y loger et d'y accueillir vos invités dans un cadre unique, original et agréable. Vous êtes chez vous ici, car tout ce dont vous aurez besoin dans une maison s'y trouve déjà intégré. Et nos suites juniors, seniors, chambres et kitchenettes sont entièrement ameublées et équipées. Des espaces communs permettent de passer des moments de détente de télévision, de lecture et de recevoir vos amis et partenaires de travail. Pour la ministre du Tourisme, cette initiative honore à plus d'un titre l'entrepreneuriat féminin et contribuera sans nul doute au développement socio-économique du pays. C'est le lieu de remercier Madame la promotrice de l'hôtel Résidence Fayel pour son heureuse initiative qui vient participer au développement économique de notre pays et d'accroître la capacité d'hébergement de notre capitale, ce qui cadre bien avec le programme de création de 50 000 emplois contenu dans le programme de renaissance du Niger de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. C'est également une action de lutte contre la pauvreté. Très honoré du choix de son arrondissement pour la construction de cette résidence, le maire du premier arrondissement a adressé ses remerciements à la promotrice. Résidence Fayel, c'est 32 chambres très familiales, spacieuses et confortables. La résidence Fayel, c'est aussi une équipe attentionnée et accueillante, prête à offrir à chaque client un accueil personnalisé.
La résidence Fayel dispose aussi d'une annexe située à quelques mètres du siège afin de combler vos besoins. La résidence Fayel, vous êtes chez vous. Page éducation à présent, un nouveau institut de santé dénommé ISFEX vient de voir le jour. Situé en face de l'ex-cinéma Sony côté sud, l'Institut supérieur de formation et de consultation en santé forme les cadres de la santé. D'autres précisions dans ce commentaire signé Damana. École de santé par excellence, de par ses prérogatives, l'Institut supérieur de formation et de consultation en santé ISFCS de Niamey a pour vision d'être l'instrument privilégié de développement des ressources humaines nécessaires à la promotion de la santé des populations, avec pour mission d'appuyer la politique de santé en vue de réduire les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile. L'ISFCS se veut un centre d'excellence avec pour vocation de former sur la base de l'apprentissage par compétence des cadres de santé qualifiés et compétents au service de la population. Un institut privé né de la volonté des experts, des spécialistes et des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les différentes disciplines et domaines de santé. L'objectif noble poursuivi par cet institut est d'apporter sa contribution significative en formant des agents de santé du niveau moyen et supérieur. Situé en plein centre-ville de Niamey, à l'immeuble près du cinéma Sony, côté porte sud, l'ISFCS forme dans les filières suivantes. Niveau moyen, agent de santé de base ASB, profil d'entrée BPC ou tout autre diplôme équivalent du domaine de la santé. Niveau supérieur, infirmier diplômé d'état IDE, sage-femme diplômée d'état SFDE, profil d'entrée baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent du domaine de la santé. Alors, élèves, étudiants et professionnels, vous qui désirez vous inscrire à l'ISFCS, dépêchez-vous car les places sont limitées. L'Institut supérieur de formation et de consultation en santé ISFCS est un partenaire idéal pour la formation des cadres de la santé. Dans le même chapitre, un mois après la rentrée des classes, les enseignants de la région de Dosso ne sont pas mis dans leurs droits. Ils attendent toujours le paiement de leur salaire du mois de septembre. D'autres précisions avec Dodo Lawali, secrétaire général du BEN SINACES. Porter à l'opinion nationale l'information selon laquelle nos camarades du département de Douti ne sont pas encore en possession de leur pécule du mois de septembre, à plus forte raison qu'octobre. Et le mois passé, il a fallu juste avant, en fait, au moment où les camarades sont en train de percevoir et d'autres l'ont déjà reçu le mois d'octobre par anticipation, c'est au même moment qu'on leur donnait les pécules du mois d'août. L'année passée, je me suis déplacé personnellement vers le 24 octobre 2012 pour vérifier quel est le blocage qui a fait en sorte que nos camarades là, en ce temps, n'ont pas perçu les pécules du mois de septembre. Je dis bien le 24 octobre. Donc cette situation, elle est en train de perdurer et tout au long de l'année, ils ont vécu la même situation, la même frustration. Et nous avons écrit à qui de droit. Nous avons dit que cette situation ne s'explique pas de par les règles de fonctionnement de l'administration publique, de par les règles des finances publiques, de par les règles de la comptabilité publique. Cette situation ne s'explique pas que les gens, tous les salariés de l'État ont déjà perçu le pécule par les salaires ou leur traitement de mois d'octobre par anticipation et que nos camarades sont là encore en train d'attendre le mois de septembre. Pour clore ce chapitre, l'ONG volontaire de l'éducation pour un développement durable au Niger a organisé samedi dernier dans la commune rurale de Mouko, dans la région de Dosso, un forum sur la scolarisation de la jeune fille. Objectif, inscrire et maintenir les jeunes filles à l'école. Compte rendu, Seiniaï. Hors de son marché de renommée nationale et même au-delà de nos frontières, Moko fait partie des localités dans lesquelles la scolarisation, plus précisément celle de la jeune fille, n'est pas prise au sérieux. Car celle-ci, même étant sur les bancs de l'école, peut être prise et donnée en mariage, soit à un commerçant résident dans le village ou un exodant ressortissant de la localité. Cette vision fait partie des causes pour lesquelles l'ONG volontaire de l'éducation pour un développement durable au Niger, VEDEN, a ciblé cette commune pour leur 3e forum
après Ngonga dans le Boboy et Kibiri dans l'Arewa. Un forum qui a vu la présence du maire de la commune, du chef de village par intérim et de l'imam, donc les 3 leaders d'opinion, ainsi que des responsables des différentes associations actrices dans la promotion de l'éducation locale, sous une participation financière de Care International. Après, elles l'ont exposé sur la situation scolaire et éducative de son inspection, qui couvre, outre la commune de Moko, 4 autres communes, à savoir Sakadamna, Garenkede, Tomboukwari et Gourban-Kassam. Le représentant de l'inspecteur n'est pas passé par 4 chemins pour définir les mots qui assaillent l'éducation en général et celle de la jeune fille en particulier dans sa commune. Ces mots ont été par la suite détaillés et expliqués et des solutions furent proposées sous forme d'engagement et de recommandations par l'ensemble des acteurs subdivisés en commissions de réflexion. Le maire de la commune, tout comme l'imam et le chef du village, ont chacun réitéré sa forme volonté de veiller au respect de ses engagements tout en espérant une prise en compte des différentes recommandations pour que la jeune fille ne soit plus comme une marchandise au même titre que les articles vendus dans ce marché. À noter enfin que la concernée en question ne s'était pas fait prier pour assister massivement au dit forum. Une manière de dire merci à Veden et à... Pour clore cette édition d'information, projection du film du réalisateur Tim Burton hier après-midi à l'auditorium du Centre culturel Jean Rouch de Niamey. Le film d'animation Frank Winnie, projeté aux enfants, raconte une histoire à la fois comique et émouvante. Plus de précisions avec Alice Ibrahim et Issa Hassan. Réalisé par le scénariste américain Timothy William Burton, présenté comme le maître du fantastique, Frankenweenie, ce long métrage d'animation projeté aux enfants, raconte l'histoire de Sparky, un chien qui un jour meurt dans un accident de voiture. Son propriétaire, le jeune Victor, totalement désespéré, retrouve espoir en classe lorsque son professeur de biologie apprend à ses élèves que même mort, un animal réagit au contact de l'électricité et leur demande une expérience sur ce sujet. Le soir même, Victor part déterrer son chien et lui redonne vie grâce à l'électricité, mais ne savait pas que cela allait lui causer autant d'ennuis. Un film plein d'émotions qui a captivé l'attention des jeunes. C'est un petit garçon qui a réanimé son chien. Et qu'est-ce qu'il a fait pour réanimer son chien? Il a mis à l'éclair et ça a tapé le chien. Et il s'est réanimé. Ce film montre ainsi d'une façon amusante l'univers de la mort et surtout met l'accent sur la résurrection. Ce film original et charmant est une sorte de catalyseur pour inciter les plus jeunes à s'intéresser aux sciences physiques. Visionner en famille ne pourra que vous plaire. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.